En près de 60 à 70 ans d'existence et environ 30 à 45 ans dans une forme proche de l'actuelle, le jeu vidéo a connu de nombreuses évolutions et le nombre d'œuvres créées est si important qu'il en est impossible à compter. Mais au milieu de cette masse, et bien que ce soit subjectif évidemment, on dénote de façon récurrente certaines de ces œuvres qui sont souvent décrites comme des révolutions ou même des chefs-d'œuvre, de par ce qu'ils ont su apporter aux médias et la place qu'ils ont eue dans son histoire. Je pourrais vous en citer des dizaines et j'en oublierai probablement de votre point de vue. Mais il y en a un qui semble les détrôner tous, ou qui a été dans cet état de supériorité depuis des années du moins. Internet permettant aussi d'informer le public sur sa possible concurrence. Au fond, que l'on aime ce jeu ou non, et je sais de quoi je parle, lui trouvant personnellement de nombreux défauts par rapport à nos standards actuels, on ne peut pas nier une chose, il y a eu un avant et un après lui bien différent, et la trace qu'il a laissée dans l'histoire comme dans les cœurs est plus que massive. Mais sinon on l'adule souvent pour son gameplay qui, il faut l'avouer, avait de quoi sembler divin à l'époque, ses graphismes, encore une fois impressionnants à sa sortie, ou encore sa musique qui reste toujours dans nos têtes près de 20 ans plus tard, on oublie souvent un point qui me semble personnellement capital, sa symbolique. Car ce jeu est le premier dans sa série, à l'exception possible de Link's Awakening et de Link to the Past de façon assez réduite, à présenter une vraie morale et un vrai message qui, bien que très simple et logique au final, est très souvent oublié par quiconque souhaite se donner un avis sur le jeu. C'est pourquoi, aujourd'hui, je vous propose de regarder ce jeu, The Legend of Zelda Ocarina of Time, sous un autre angle, celui de l'analyse. Pour ce nouveau format sur ma chaîne et spécifiquement pour Ocarina of Time, je vous propose le déroulement suivant. L'analyse d'Ocarina of Time peut se faire, d'après moi, de façon assez linéaire, dans l'ordre du jeu, en sautant certaines choses peu intéressantes et éventuellement en parlant de certaines parties mineures à d'autres moments, mais de façon à peu près linéaire quand même. Elle se divise également en deux, tout comme le jeu en fait, l'enfance et l'âge adulte. Et étant donné le titre de la vidéo que vous regardez actuellement, vous avez déjà deviné que je diviserai donc cette analyse en deux. La vidéo actuelle traitera de l'enfance et la suivante de l'âge adulte donc. Dernière chose à noter avant de commencer, ceci est mon analyse à moi, bien qu'elle s'inspire énormément du travail d'MC Profit sur le sujet. Je vous invite donc à aller regarder tout ça, il est très bon en termes d'analyse à mon avis et a grandement inspiré cette série de vidéos. C'est mon interprétation des choses et la vôtre pourrait être bien différente. Mais le but, c'est aussi que ce soit une interprétation de ce que pensaient les créateurs du jeu. Donc c'est pas exactement ce que pensaient les créateurs du jeu, c'est ce que j'en vois, mais ça essaie de s'en approcher. Je vous invite d'ailleurs à mettre votre interprétation personnelle de ce que les créateurs du jeu, les développeurs, voulaient dire par telle ou telle partie du jeu dans les commentaires si vous le souhaitez, ce serait extrêmement intéressant. Ceci ayant été dit, on va pouvoir commencer par un résumé très rapide d'Ocarina of Time. J'imagine bien que résumer ce jeu n'est pas vraiment nécessaire comme il est vraiment une légende connue de tous, mais un petit rappel ne fait jamais de mal. The Legend of Zelda Ocarina of Time, sorti en 1998 sur Nintendo 64, et s'inscrivant dans la longue, qui à l'époque n'était pas si longue mais quand même, et fameuse franchise Zelda, raconte l'histoire de Link, un jeune Ilien, type aux oreilles pointues en gros, élevé parmi les Kokiri, des types aux oreilles pointues mais qui ne vieillissent pas, qui va partir à l'aventure pour sauver son royaume, le royaume d'Hyrule, de la menace du futur roi du mal, Ganondorf. Et ça devrait suffire, allez, on a assez traîné, commençons l'analyse. L'histoire commence donc dans la forêt Kokiri, l'endroit le plus paisible et le plus reculé de tout Hyrule, peuplé par les Kokiri, les enfants de la forêt, et dirigé par le grand arbre Mojo qui leur sert de père. Link est un Ilien, le peuple dominant d'Hyrule, mais ne le sait pas et a été élevé au milieu des autres enfants, qui eux ne grandissent pas et possèdent chacun une fée, contrairement à notre héros, ce qui lui vaut le rejet de la plupart de cette société, à part Saria, une punk aux cheveux... sa meilleure amie. Ce qu'on peut immédiatement remarquer de cette forêt en analysant, c'est ce qu'elle représente en général. Elle est l'enfance de Link, là où il a été élevé et là où il a toujours vécu, comme en témoigne la musique composée de notes rapides et aiguës par exemple. Le ton est donc joyeux et léger, ce qui est typiquement associé à l'enfance.
L'enfance est justement l'un des grands thèmes du jeu, comme en témoigne le titre de cette vidéo aussi, hein. Et il se met en place immédiatement dans le jeu grâce à cette zone donc, mais aussi grâce à ses habitants, les fameux Kokiri, des enfants qui ne vieillissent jamais comme je l'ai dit. Et en sachant ça et la manière dont ils s'habillent, inspiré évidemment des habits passés, ou futurs d'ailleurs, de Link dans les autres jeux, mais à mon avis d'autres choses, je sens une possible inspiration de Peter Pan. Surtout qu'on sait que le design de Link est justement inspiré de ce personnage. Le personnage de Peter Pan est un enfant habillé de vert qui ne vieillit jamais par refus et possible peur de la mort, et parce qu'il vit dans le pays des rêves, où l'on ne vieillit jamais. Mais la morale de l'œuvre est grossièrement qu'au final, il faut grandir, c'est inévitable, et c'est mieux. Et justement, les Kokiri, enfants habillés de vert, ne devant pas quitter leur forêt où ils mourraient, alors qu'ils peuvent le faire comme montré à la fin du jeu, devraient eux aussi grandir. C'est en tout cas ce que le jeu essaie de nous dire par là. Et c'est accentué par la vision négative que l'on a des Kokiri en général dès ce début de l'aventure. Évidemment, ce ne sont pas des ennemis, mais ce ne sont pas des amis non plus, à l'exception de Saria. Premièrement, on sait qu'il rejetait Link parce qu'il ne possédait pas de fée avant, parce qu'il était différent. Remplacer le fait de ne pas avoir de fée par le fait d'être plutôt en surpoids, d'être considéré comme moche entre guillemets, ou quoi que ce soit d'autre, et vous comprendrez très rapidement la métaphore. Cette métaphore est plutôt pas mal explorée au final, puisqu'on pourrait se dire qu'une fois que, dès la première minute de jeu, oui parce qu'en fait, je vous l'ai pas dit, mais on est toujours avant la première 10 minutes de jeu, là, le jeu n'a pas commencé. L'arbre Mojo, dont on va reparler, donne à Link une fée du nom de Navy, dont on ne va pas reparler. Hey, la ferme! Enfin si, un peu à la fin du jeu. On pourrait penser qu'il serait accepté par les autres Kokiri avec cette fée, donc, car il ne serait plus différent. Et justement, la réponse du jeu est un énorme non. Et on voit ça à travers le personnage de Mido, qui représente le caïd, le chef de bande, appelez ça comme vous voulez, et la personne que tout le monde suit et qui fait chier Link en permanence, si vous me permettez le terme. Ce dernier a la tâche d'aller parler à l'arbre Mojo, mais Mido lui bloque le chemin en disant que seuls les vrais hommes peuvent passer. Et là, dès les premières minutes de jeu, au final, Mido vient d'énoncer exactement le thème principal du jeu, celui qui englobe l'enfance d'ailleurs. Le fait d'être ou de devenir adulte, la maturité. Parce que c'est de ça que parle Ocarina of Time, et avec sa mécanique principale qui viendra un peu plus loin, c'est très logique au final. Enfin bon, revenons à nos Mido. Il dit que pour être adulte, il faut une fée, ce sur quoi Link lui montre sa fée, et Mido fait la gueule, ce qui ne peut que faire plaisir. C'est sa réaction ensuite qui est intéressante. Il se justifie immédiatement en disant qu'en plus de ça, il faut une épée et un bouclier pour être un vrai homme. Le jeu se moque de lui totalement ici. Sa vision de la maturité est très puérile, premièrement, puisqu'il prend la force brute, et je n'utilise pas le terme de force au hasard, hein, clin d'œil, comme un signe de maturité. Mais deuxièmement, il ne possède lui-même pas ses armes et cette force, n'étant de son point de vue pas mature donc. De plus, quand Link revient avec les objets demandés par Mido, ce dernier ne le considère toujours pas comme adulte. Le message est clair, Mido est un idiot et sa vision très puérile est totalement débile. Il doit grandir et gagner en maturité. Enfin bref, il finit par laisser Link passer quand même, ce qui lui permet de rejoindre l'arbre Mojo, le père des enfants de la forêt et de Link, qui représente justement le fait d'être adulte. C'est grâce à ce contraste entre Mido et l'arbre Mojo, l'enfance et l'âge adulte, qu'on va pouvoir déterminer ce que le jeu veut vraiment dire à ce propos. Il se trouve que l'arbre Mojo est malade car infesté par une araignée géante, ça doit faire mal en effet. Et il demande à Link, qu'il sait être le héros en devenir, de le sauver en mentionnant clairement qu'il faudrait qu'il le fasse par la sagesse et le courage. Et ce, sans mentionner la force, on va y venir. Commence alors le premier donjon qui correspond, quand on y réfléchit, au thème de la sagesse et du courage, le courage pour les combats et la sagesse pour les puzzles. C'est la base même de Zelda en fait. Link finit par vaincre l'araignée, animal dans l'imaginaire commun qui représente la peur, donc l'affronter demande du courage. Ça peut sembler débile de dire ça, mais le thème de cette zone est surtout le courage, donc pourquoi pas. Cependant, l'arbre Mojo était déjà condamné et le savait déjà en fait. On pourrait même dire qu'il a su garder sa sagesse et son courage dans cette situation pour préparer Link à cette aventure, montrant encore une fois que la sagesse et le courage sont vraiment les attributs des adultes. Mais je force beaucoup là, alors autant arriver au gros du sujet maintenant. L'arbre Mojo explique alors le concept de la Triforce et la création du monde. Ce dernier fut créé lorsque 3 déesses descendirent dans ce monde alors qu'il n'était composé que de vide. Elles le créèrent donc, et leur travail accompli, elles repartirent vers les cieux, mais laissèrent une partie de leur pouvoir qu'elles cachèrent dans une dimension parallèle sacrée.
Ce pouvoir se nomme la Triforce, et est composé de 3 triangles d'or représentant leurs 3 forces. La Triforce quoi. Soit la force, justement, la sagesse et le courage. Et c'est là que vous réalisez qu'en fait, le jeu cachait un second niveau de signification autour de ces 3 concepts, parce qu'en plus d'avoir réellement leurs grands représentants dans l'histoire, ils sont omniprésents chez chaque personnage, donnant ainsi un sens à leur présence dans le sous-texte, à mettre en relation avec le fait de devenir adulte, donc le thème principal du jeu comme je l'ai dit. Tenez par exemple, revenons à Mido justement. Il pensait qu'un adulte se définissait par sa force, et le jeu montre qu'il avait tort. Alors que l'Arbre Mojo, personnage déjà adulte, a plutôt mis en valeur sa sagesse et son courage. Le jeu lui donne raison au final. Vous remarquez également qu'on a déjà une alliance entre la sagesse et le courage contre la force, ce qui est très intéressant. Là vient également la réalisation d'une chose qui semble naturelle dans le fonctionnement de la Triforce dans les Zelda, mais qui semble en fait être différente ici. Il semblerait bien que toutes les parties de la Triforce ne se valent pas, et je remercie encore une fois MC Profit qui me semble être le seul à l'avoir remarqué. Voyez-vous, avant Ocarina of Time, la Triforce n'était pas aussi rodée qu'aujourd'hui. Bien sûr, elle jouait un rôle important dans A Link to the Past, dont le second titre est justement Triforce of the Gods, la Triforce des dieux, son titre japonais. Mais elle n'était rien de plus que le pouvoir suprême, entre guillemets, sans qu'on en sache plus. C'est Ocarina of Time qui va totalement définir ce pouvoir dans son action. Ce que je veux détailler ici, c'est que ce jeu place la Triforce de la Force en haut et les 2 autres en bas. Et bien que j'étais très sceptique à la base, la première fois que je l'ai entendu, je crois pas que ce soit anodin. Déjà, on est tous habitués, quasiment dans toutes les cultures du monde, à lire horizontalement puis verticalement. Et on voit naturellement la Triforce de la Force isolée par rapport à la sagesse et au courage. Et ensuite, on voit que la Triforce de la Force est au-dessus des 2 autres, ce qui, ici, à mon avis, a le sens que la Force repose sur la sagesse et le courage. Comme on va le voir encore et encore, un personnage qui n'a que la Force et pas les autres finit forcément par échouer dans le jeu, alors que les 2 autres semblent capables de se soutenir mutuellement pour réussir au final. Cette parenthèse ayant été faite, on peut continuer. L'Arbre Mojo confie à Link l'émeraude Kokiri, un symbole de courage et un trésor représentant les Kokiri donc. Et on en revient donc à la ressemblance avec Peter Pan. Contrairement au Kokiri, Link a le courage, symbolisé par l'émeraude, de quitter la forêt, laissant derrière lui son enfance, représentée par ce lieu, et sa figure de père qui meurt au final. C'est le premier pas pour qu'il devienne un adulte, enfin, que votre père meure n'est pas obligatoire, hein, et ça lui ouvre un monde gigantesque pour l'époque, qui représente toutes les voies qui lui sont offertes. Et je sais bien que la vidéo est déjà pas mal avancée au point où nous sommes, mais c'est normal. Cette partie d'introduction est franchement l'endroit le plus riche, ou presque, puisqu'il met tout en place. Link quitte la forêt, faisant ses derniers adieux à sa meilleure amie, Saria, qui lui remet un ocarina, pas celui du temps, mais ça reste un objet clé et un symbole de leur amitié. Il arrive ensuite dans les plaines d'Hyrule et rencontre... Kaipora Gaibora. Je te hais, oiseau de malheur! Déjà que Nevi était insupportable et que je l'ai viré de la vidéo, mais toi! Et dire que t'es thématiquement important en plus. Bon, on reviendra à Skibou plus tard. Bien qu'il ait juste l'air d'un énième tutoriel, il est un peu plus que ça en fait. Bref, Link continue ainsi son aventure jusqu'au bourg d'Hyrule et à son château pour rencontrer la princesse Zelda et lui transmettre un message de la part du défunt gardien de la forêt. Le bourg en lui-même est animé et gai. Il y a des jeux, des gens qui dansent, des chiots marrants, des jeux, un soldat qui meurt, des jeux... ouais. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça respire le bonheur, en général. Sinon, j'ai absolument rien à dire à ce sujet, donc je passe. Le château, en revanche, est intéressant pour un certain personnage dont vous avez certainement compris l'identité, le soldat. Non, je déconne pas, le soldat, soit tous les soldats en fait, les gardes royaux, sont intéressants en fait. Avec un intérêt particulier pour celui qui se trouve non pas au château, mais à Cocorico, dont on parlera brièvement un peu plus loin, et qui représente bien les autres. Ce qui est à retenir sur eux, c'est qu'ils ne veulent pas laisser passer Link, en partie parce que c'est un enfant et qu'il ne peut pas être le héros pour eux. Ils sont des obstacles, des ennemis en soi, et leur vision du fait d'être adulte repose sur l'âge et la forme physique encore une fois. C'est la mauvaise vision, la vision immature. On découvre donc par là que même les adultes peuvent ne pas être matures, et par la même occasion, que je fais un abus depuis le début, et je vais probablement continuer, quand j'utilise le terme âge adulte. Parce qu'Ocarina of Time n'est pas vraiment à propos du fait d'être adulte, mais à propos du fait d'être mature.
L'âge est un facteur et un possible signe physique, on y reviendra, bien que le jeu l'ait pas dit sur le moment, hein, mais il est loin d'être le seul, ce qui est déjà une morale en soi quand on y pense, donc notez bien. Link doit se faufiler entre les gardes donc pour atteindre le vrai personnage intéressant de la zone, la princesse Zelda, qui est un enfant, ce qui est un choix des plus intéressants. Ça montre pour la première fois, encore que, bien que j'ai passé le personnage de façon volontaire pour l'instant, on se doute que Saria était un peu pareil, qu'un enfant peut être extrêmement mature, entrant encore plus dans les thèmes de cette zone au final. Zelda ne discrimine pas Link pour son âge, au contraire, elle n'y fait même pas attention et ne le mentionne pas du tout au final. Elle montre énormément de sagesse également. C'est pas pour rien que la suite du jeu se déroule comme ça, hein. Puisqu'elle est la seule au château à comprendre le danger que représente l'un des vassaux du roi d'Hyrule, le roi du désert, Gerudo, Ganondorf. Le jeu montre bien également qu'elle est un exemple, puisqu'elle offre directement à Link des explications sur la situation, et l'une des musiques les plus importantes du jeu, sa berceuse, qui est un symbole de la famille royale, faisant de Link l'un des serviteurs d'Hyrule, serviteur dans un bon sens, hein, pas dans mode esclave. Hein. Elle s'impose ainsi, elle et sa sagesse, si vous voyez où je veux en venir, comme la meilleure alliée de Link et son courage dans son combat contre un ennemi qui semble se montrer vraiment Ganondorf. Et Ganondorf justement, qu'est-ce qu'on peut dire sur lui? C'est le roi des Gerudo, donc, un peuple du désert à l'ouest d'Hyrule composé uniquement de femmes, sauf un homme qui naît tous les 100 ans et qui devient leur roi. Et ce centenaire-ci, c'est lui justement. Sinon, il ne semble pas posséder particulièrement beaucoup de courage ou de sagesse, seulement de la force brute, il est rusé, et il en veut toujours plus, d'après les dires de Zelda. Il est donc la mauvaise représentation de l'adulte, et il est le mal, totalement, car lui est en passe d'obtenir un grand pouvoir, contrairement aux autres. Mais c'est à peu près tout pour cette zone. Impa, la nourrice de Zelda, sur laquelle je n'ai bizarrement absolument rien à dire pour l'instant, nous accompagne jusqu'à l'entrée du bourg et nous montre la direction. La montagne Goron et la source Zora. Deux peuples bien différents qui possèdent chacun leur joyau, comme les Kokiri. Les Gorons possèdent celui qui représente la force, et les Zora celui qui représente la sagesse. Symboliquement, Link doit rassembler les trois forces fondamentales du pouvoir divin, la Triforce, et du monde par extension. Pour ce faire, la berceuse de Zelda, qui symbolise également l'union des cultures et des peuples, un autre thème qui jouera un grand rôle un peu plus loin, nous permettra d'avancer. Le bourg d'Hyrule représente donc en général le premier contact de Link avec d'autres enfants et adultes que ceux qu'il a toujours connus, et met en valeur l'avancement vers la maturité et non forcément l'âge adulte. Link a surtout le courage, mais il doit également avoir la sagesse et la force pour être un véritable héros, quelqu'un de bien. L'étape suivante est donc le mont du Péril, habitat des Gorons. Pour l'atteindre, Link doit traverser le village de Cocorico, qui fait un peu doublon avec le bourg d'Hyrule en fait. J'ai littéralement la même chose à dire dessus, il y a des jeux, c'est cool en général, ce qu'il faut retenir à nouveau c'est le bonheur et la tranquillité qui ressortent du lieu. Trêve de bavardage donc, le mont du Péril en lui-même. Ce lieu, dans tous ses détails, représente la force. Il est hostile, que ce soit avec son environnement ou avec ses nombreux monstres, donc il faut de la force plus physique pour le traverser. Son peuple dominant, les Gorons, des sortes de titans de pierre à la force gigantesque. Sa musique, qui est guerrière et tribale. Les choux-péteurs, ok, sérieusement, qui s'est dit qu'on n'allait pas prendre ce nom comme un commentaire sur le fait que les choux fassent péter? À moins que ce soit exactement ce que l'auteur de la traduction voulait. Qui sont littéralement des bombes qui poussent par terre. On ressent bien la force brute incommensurable du lieu, quoi. Et on a aussi le fait que l'objet à obtenir dans le donjon du coin sera les bombes. Après une longue ascension, Link atteint le village des Gorons, qui se trouve être en pleine famille. La caverne d'Odongo, leur source principale de pierre, oui, ils mangent des pierres et ils meurent de faim alors qu'ils sont sur une montagne, me demandez pas pourquoi, est infestée d'Odongo, pas étonnant que la caverne d'Odongo soit infestée d'Odongo en fait, et est inaccessible. Ils attendent donc l'aide de la famille royale d'Hyrule et des Iliens en général, ce qui figurativement nous fait des représentants de la force qui ont besoin de l'aide de représentants de la sagesse et du courage. Retour à l'idée que la force a besoin des deux autres comme socle. En tant que le représentant que les Gorons attendaient, Link arrive jusqu'à leur chef, Darunia, qui refuse son aide car il pense qu'on se moque de lui en lui envoyant un enfant et un Ilien si faible physiquement de surcroît. Il se pense donc supérieur et plus mature de par son âge et sa force, la vision qu'on a vue et revue donc. Mais le jeu va faire quelque chose de très spécial cette fois-ci, se moquer de lui.
Link joue alors le chant de Saria, une musique qui symbolise encore une fois l'enfance, comme à peu près toutes les musiques Kokiri. Ce sur quoi Darunia se met soudainement à danser comme un fou. Comme un fou. C'est ce que je disais, ouais. Quand même. Le sens de cette moquerie, c'est que Darunia n'est pas vraiment beaucoup plus mature que Link, voire il l'est moins. Et possiblement que ce n'est pas parce qu'on est mature qu'on ne peut pas se comporter comme un enfant parfois. L'un n'exclut pas l'autre. Bref, il permet finalement à Link d'accéder à la caverne d'Odongo, le deuxième donjon. Pas grand chose à dire dessus cependant, il y a beaucoup plus d'ennemis et les bombes encore une fois, ce qui rappelle la force. Le boss final est le roi d'Odongo, une sorte de gros dinosaure qu'on tue avec les bombes, la symbolique est la même donc. A la sortie, Darunia donne à Link le rubis Goron, le symbole de la force, et des câlins aussi. Ce qui est, mine de rien, tout sauf un symbole associé à la force dans l'imaginaire commun, ce qui pourrait montrer encore une fois que la force n'est jamais pure, elle repose sur le reste. Le mont du péril est clairement une représentation de cette force et réaffirme parfaitement qu'elle ne peut pas fonctionner seule et finit sinon par s'effondrer, ce qui sera totalement réutilisé en fin de jeu. Link doit ensuite continuer vers le domaine Zora, sa deuxième destination donc. Mais vu que j'ai rien de spécial à vous dire en entre-deux zones ici, autant parler d'une autre zone secondaire, le Ranch Lonlon. Pour cela, parlons de 2 ou 3 personnages que j'ai totalement sautés, Mario, Luigi et Malon, Talon et Ingo. Excusez-moi. Link a déjà rencontré ces deux-là près du château en se dirigeant vers Zelda. Ce sont les deux propriétaires, père et fille, du ranch qui se trouve au milieu des plaines d'Hyrule où ils élèvent des chevaux avec leur assistant Ingo. Ce qui m'intéresse ici, c'est surtout la liaison entre Link et Malon, ainsi que ce qu'elle montre sur Talon également. En fait, Malon semble être l'adulte et Talon l'enfant, une relation intéressante. Talon est quelqu'un d'extrêmement paresseux en fait, et c'est Malon qui s'occupe de lui. Par exemple, il s'est endormi près du château. La fillette offre donc une cocotte à Link pour le réveiller et qu'il finisse son travail. De la même manière, au ranch, elle montre une jument qui jouera un rôle plus tard du nom d'Epona, et apprend la chanson que sa mère a composée à Link, et qui permet d'appeler ce cheval. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est la seule à mentionner sa mère à ce moment-là, et sa mère se révèle en fait être morte. Donc c'est très adulte de sa part d'en parler. Et pour finir, si l'on va voir Talon, il nous demande directement si l'on veut se marier avec sa fille. Demander ça étant assez immature quand même. Voilà. Ce que cet endroit montre, c'est la relation qui se crée entre les deux enfants qui sont en fait très matures et qui se concrétise probablement après le jeu d'ailleurs. La théorie que le héros de Twilight Princess est un descendant de Malon et du Link d'Ocarina of Time parce qu'il connaît justement la musique composée par la mère de Malon se tient totalement au final. Alors qu'on a à côté la figure du père, qui cette fois-ci n'est en fait pas mature du tout, à travers Talon. Bref, passons à la vraie zone suivante, le domaine Zora, peuplé de Zora, des hommes, poissons, sirènes, dont la princesse Ruto a été avalée par le protecteur des lieux, Jabu Jabu. Et malheureusement, je trouve cette partie du jeu bien moins intéressante. Elle possède la même structure que le Mont du Péril, on rencontre une nouvelle race ayant un problème et ne voulant pas de l'aide d'un enfant, grâce à la berceuse de Zelda, puis on finit par se faire accepter et on a un donjon. Mais elle est beaucoup moins riche quand même. On ne ressent pas du tout le thème de la sagesse avec la positivité qui devrait aller avec, on a un roi chiant... très chiant, une princesse qui représente le contraire de la sagesse, etc. On a quand même quelque chose autour de celui qui est en fait le donjon, Jabu Jabu, puisqu'il va falloir rentrer dans son ventre pour aller chercher la princesse.
Tout ceci pourrait être une référence à Pinocchio en fait, tout comme le jeu s'inspire de Peter Pan au début, ce qui correspondrait possiblement dans la morale, puisque l'un des thèmes de Pinocchio, qui se fait avaler par une baleine aussi, c'est pour ça que je vous en parle, est le fait de grandir, et que Pinocchio, tout comme Ruto, n'est pas quelqu'un de sage ni de mature. Ça reste assez bancal cependant, Ruto n'apprend rien à la fin, au contraire de Pinocchio. Bref, Link sauve la princesse et récupère le saphir Zora, symbole de sagesse, et on termine avec ce lieu sur lequel j'ai rien à dire parce qu'il ne représente pas grand chose en fait. Ayant rassemblé les 3 joyaux, Link doit retourner voir Zelda au bord d'Hyrule. Il est important de noter que, selon toutes les définitions données plus tôt dans le jeu, Link possède tout pour devenir un adulte. La force, la sagesse, le courage, la force étant plus ou moins utile, mais bon, vaut mieux l'avoir. Et pourtant, en arrivant au bourg, il croise Zelda et Impa à cheval, poursuivis par nul autre que Ganondorf, qui possède sa seule force, je le rappelle, à leur poursuite. Link tente alors de s'interposer, mais est directement balayé par le Gerudo en un seul coup, alors que sa possession des forces le favorisait normalement. Ça montre qu'il manque quelque chose à Link malgré tout, qui va clairement se montrer comme étant, au final, le temps, ou l'âge pour être précis. C'est vrai que le jeu disait depuis le début que l'âge n'indiquait en rien la maturité et la puissance de quelqu'un. Mais il n'avait jamais précisé que ce n'était pas un facteur quand même, ce qu'il fait ici. Pour récupérer ce temps, Link va se servir d'un objet que Zelda a jeté dans sa direction en passant, l'objet le plus important du jeu, l'Ocarina du Temps, avec une des musiques les plus importantes, le chant du temps. Non, je déconne, cette musique sert juste à déplacer des blocs, elle est nulle. Et je vais me permettre de faire une parenthèse avant d'arriver enfin à la fin de cette première partie de l'analyse. A cause de ce chant du temps qui ne sert pas à grand chose, je préfère surnommer le jeu autrement que Ocarina of Time personnellement. Ça n'a quasi aucun rapport avec l'analyse du jeu, c'est plus un fun fact, une observation, une analyse au final, mais pas de l'histoire en elle-même et des thématiques. Mais j'appelle souvent le jeu personnellement Ocarina of Kondo, du nom de son compositeur Koji Kondo. Alors pourquoi ? Parce que dans la structure même de sa mécanique principale, le fait de jouer de l'ocarina pour déclencher certaines réactions selon la mélodie, ce jeu s'inscrit comme étant taillé pour le compositeur qu'on a là. Et pour comprendre en quoi, il faut comprendre le style de ce cher Kondo dans ses compositions. En analysant ses œuvres, puisque je rappelle qu'il est probablement le compositeur principal de Nintendo, ayant composé les thèmes de Mario et de Zelda, du début à aujourd'hui, donc ouais, c'est massif, on se rend compte qu'il a un style de composition très strict et simple à reconnaître. Pour cet exemple, je vous propose de prendre le thème de Mario et le chant des tempêtes qui représentent bien les grandes variations qu'il a pour sa structure générale. Alors attention, je suis pas un expert en musique non plus, mais avec mes bases, je vois ça personnellement. Il y a 3 choses à savoir pour faire une musique de Kondo. Premièrement, le tout début, la première phrase musicale. C'est là qu'est la possible variation entre les deux d'ailleurs. Le premier choix pour commencer une des musiques de Kondo, c'est d'avoir directement la première phrase musicale très fort. Le but c'est que cette phrase soit courte et qu'elle attire le joueur sur la musique, qu'il y fasse attention. Vous voyez ce que je veux dire ? Le thème de base est comme crié par le jeu. L'autre choix c'est de commencer plutôt par les percussions et le rythme. Le but est plutôt d'installer une atmosphère, puis de mettre la phrase de base, mais pas aussi fort, et possiblement un peu plus longue. Vous voyez encore une fois ce que je veux dire. Deuxième partie pour faire une musique de Kondo alors, tout ce qui vient après cette première phrase. C'est assez simple en fait. Une fois que ce premier thème est installé, Kondo s'amuse simplement à le faire varier. Il change une note, il transpose le tout, il continue le thème logiquement et de façon classique, puis il fait virer à son tour en changeant de note, en transposant le temps et en le faisant virer, puis il finit par rappeler le premier thème, etc. etc. Il fait une espèce de cercle en modifiant un petit peu le thème pour en créer un autre, et au final en rappelant le thème petit à petit. Voilà.
Et on en vient ensuite au troisième point, toute la musique en elle-même qui peut se découper en phrases musicales, comme la première au tout début, en petits thèmes assez courts et en lien donc, pour former une musique générale assez courte également. Et si jamais la musique doit être plus longue, ce qui peut arriver notamment pour des crédits, Kondo fait la même chose mais avec plusieurs phrases musicales de base, en faisant dériver celle qu'il a au départ et en repartant totalement, pour le coup, de ce qu'il obtiendra. Et avec ça, vous avez compris ce qui faisait basiquement une musique de Kondo. Et justement, Ocarina of Time est parfait pour ça. Parce qu'en plus des habituelles musiques d'environnement et de lieux que notre compositeur a l'habitude de composer, il y a donc l'ocarina. Et quel est le fonctionnement de l'ocarina? Jouer un thème de base, de nous-mêmes, bien fort, puis laisser le jeu compléter le thème de lui-même et logiquement pour former une musique complète mais courte. C'est-à-dire exactement le style musical de Koji Kondo si vous réécoutez ma phrase. Et c'est en partie pour ça que les musiques d'Ocarina of Time sont tellement bonnes et que c'est l'une des meilleures créations du compositeur au final, parce que ce jeu est taillé pour lui, que ce soit intentionnel ou non en fait. Enfin bref, fin de la parenthèse, Link doit donc à présent au plus vite aller chercher l'épée légendaire, la Master Sword, dans le Temple du Temps, qui s'ouvre en jouant le Chant du Temps avec l'Ocarina du Temps, et les 3 joyaux aussi. On a donc ici l'utilisation des 3 forces, force, sagesse, courage, qui représentent la maturité, plus le temps. Et c'est là que vous vous dites que vous auriez dû vous douter de ce qui allait se passer il y a presque 20 ans quand vous avez joué au jeu pour la première fois. Link tire l'épée et ouvre un passage vers les terres sacrées où se trouve la Triforce, et où il est scellé durant 7 ans, jusqu'à devenir adulte. Ganondorf en profite alors pour récupérer la Triforce au passage, enfin pas vraiment, hein, on en reparlera la prochaine fois, il n'a pas vraiment la Triforce. Bien, passons. A l'époque, c'était complètement malade de faire vieillir le héros comme ça, mais aujourd'hui on s'y est habitué. Link rencontre alors Raoru, qui a veillé sur lui pendant ces 7 années et qui se révèle être l'un des 7 sages, beaucoup de 7 encore une fois, on en reparlera de le sage de la lumière. Et pourquoi le sage de la lumière? Déjà sage dans le sens mature, hein, pas dans le sens lié à la sagesse seulement. Et lumière, justement, d'abord parce qu'il est le gardien de la Triforce dans ces terres divines. La lumière est souvent associée au divin, après tout, donc ça semble logique. Mais ensuite parce qu'il est en fait le représentant de ce passage à l'âge adulte et de l'enfance en général. Parce qu'en vérité, on a déjà vu Raoru plus tôt dans le jeu. Il se trouve qu'il est également Gaepora Gaebora. Je garde mon calme. Oiseau qui ne nous guide que pendant la phase de l'enfance, le rôle de guide étant associé au fait d'être sage. Et Gaebora Gaebora ne réapparaît plus dans le jeu qu'au moment où il sera obligatoire de redevenir enfant, le temple de l'esprit, beaucoup plus tard. Sa lumière est ainsi liée à l'enfance, qui est justement l'époque de la lumière dans ce jeu, pour reprendre un petit peu les termes de Link to the Past. Époque de la lumière, époque de l'ombre. Monde de la lumière, monde des ombres. Je vous ai déjà fait noter à quel point le Bourdieu et les Cocorico étaient des endroits pleins de bonheur, de légèreté, etc. Et bien ça, c'est pendant l'enfance de Link, l'époque de la lumière.
car il va devenir rapidement très clair que l'âge adulte pour le héros n'est plus cet âge de la lumière, qu'il a déjà conquis. C'est l'âge de la mort, de la tristesse et des ombres. Mais tout ceci sera dans le prochain épisode qui viendra aussi vite que possible. J'espère que cette vidéo et cette nouvelle série d'ailleurs, dans un style bien différent de d'habitude, vous ont plu. Moi je m'éclate à faire ça personnellement. Si vous avez des remarques ou des choses à ajouter, à commenter, les commentaires justement, sont là pour ça. Et sinon, je vous invite à liker, commenter, partager et à vous abonner, ça m'encouragera pas mal parce que ce type de vidéo demande bien plus de boulot en fait, et c'est fun. Et sur ce, Captain Hype, out.